Bonjour à tous et bienvenue pour ma 35e critique. Cette critique sera différente des autres de par sa structure. En effet, je me suis décidé à acheter toute la gamme de Warlord of the Accordland. Ça me donne un total de 4 livres et de 1400 pages. C'est beaucoup de pages et malheureusement, je ne pourrai pas traiter toutes ces pages et les incorporer simultanément dans le contenu d'une seule critique. Alors, pour régler ce problème, j'ai décidé de séparer cette critique en 4 parties. Ce nombre n'étant pas définitif, il est probable qu'il puisse changer. Dans les prochaines minutes, nous nous intéresserons à la naissance de la gamme d'Accordland, aux 4 livres qui composent cet univers, et pour terminer, le Master Codex, le premier supplément paru. Ça risque d'être un peu rébarbatif au début, mais inquiétez-vous pas, ça va finir par passer. Avant de commencer, il faut répondre à la question que vous vous posez tous. Alors, je prends mon accent français. Mais c'est quoi ce jeu, Accordland? Pourquoi j'ai cliqué sur Play? Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Avec son ton d'universitaire. Eh bien, Accordland est la création du président de AEG, John Zeiser. Voilà bien longtemps, il jouait comme tout le monde à AD&D. C'est alors qu'il proposa à ses joueurs un type de campagne complètement différent. Il jouerait les vilains de l'histoire. Ses joueurs acceptèrent l'entente et le résultat fut Accordland. John Zeiser, devenu président de AEG, le maître du jeu devenu homme d'affaires, il ne laissa pas le filon dépérir. Reprenant ses idées, il créa un jeu de cartes nommé Warlord Saga of the Storm. C'est un jeu semblable à Magic the Gathering, Magic l'Assemblée pour les intimes, et ça rallia un grand nombre de joueurs. À chaque expansion du jeu de cartes, les joueurs découvraient une nouvelle partie de l'histoire d'Accordland. Quelques années plus tard, il fut décidé que le monde d'Accordland reviendrait au jeu de rôle grâce à la licence OGL du D20 System. Et c'est à ce moment que naquit Warlord of the Accordland. Il eut 4 livres d'écrits. Le premier est le Master Codex. C'est un manuel du joueur dont nous parlerons dans les prochaines minutes. Le deuxième, c'est le World Atlas, qui est la description du monde d'Accordland. Ensuite, Monsters and Lair, qui est un bestiaire monstrueux. Et le dernier, non le moindre, le Campaign Adventure Book, qui est une campagne, mes amis, de 500 pages. Maintenant que les présentations sont faites, passons aux choses sérieuses, le Master Codex. Ce livre est le manuel du joueur d'Accordland. Il présente les races, les classes, les sorts, les talents, l'équipement, les classes de prestige et j'en passe. Mais rassurez-vous, je ne ferai pas la description de chacune de ces parties. Il y a de quoi devenir fou. Je vais plutôt me concentrer sur les éléments particuliers qui ont attiré mon attention. Et puisque j'ai mentionné qu'il s'agissait d'un manuel du joueur, alors ne soyez pas surpris que je vous parle dans la langue du D20 System. Je vous présente ici les 7 races qui peuplent les terres de l'Accordland. Chaque race a ses avantages et ses inconvénients, comme on retrouve dans le manuel du joueur 3.5. La différence est que chaque race, ou presque, a une origine tordue. Cependant, ce n'est pas ici que je vais expliquer les tenants et les aboutissants de chacune d'entre elles. Mais sachez que chacune d'entre elles a sa place dans l'écosystème politique d'Accordland. Commençons immédiatement. La première race est les Devenarians. C'est une race de guerriers entrepreneurs qui cherchent la gloire par le combat. Ce sont des cousins des humains, sauf qu'ils ont une espérance de vie beaucoup plus longue, jusqu'à plus de 120 ans. Ils croient en la loi, l'honneur, la force et punissent tous ceux qui transgressent ces principes. Ils ont une société très hiérarchisée, mêlée d'intrigues meurtrières et de codes de conduite insoutenables. Ensuite, on a les nains. Les nains sont une race de combattants qui luttent depuis des millénaires contre les forces des abysses. Ils sont structurés, la hiérarchie est une importance capitale pour eux. Il n'existe pas d'individus chez les nains, il n'y a que la communauté. Ils vivent sous terre et leur société est très rigide. Ils ne s'adaptent pas facilement à de nouvelles situations. On peut les comparer à des Borg, comme dans Star Trek, sans le côté domination du monde. Ensuite, les elfes.
Les elfes sont une race maudite. Ils ont perdu leur immortalité depuis la chute du dieu dragon dans les abysses. Pour contrer ce problème, ils se sont tournés vers la nécromancie. Cela a transformé leur corps. Ils sont couverts d'écailles et ont des cornes. Et beaucoup d'entre eux ont des tendances vers la transformation en liche. Puis vient les humains. Les humains sont une race générique comme on peut s'y attendre. Ils vivent partout ou presque et leur système politique s'est dégradé avec le temps. De puissants empires luttant contre les elfes, les humains sont réduits à des cités-états. Ensuite, les Nimbiques. Les Nimbiques sont une race cousine des elfes qui vivent que pour le moment présent. Ils sont très petits, de la grandeur des gnomes, et vivent que 10 ans. Cette espérance de vie réduite les oblige à être toujours actifs. Ils ne dorment pas et mangent continuellement. En dernier lieu vient les Notrogs. Les Notrogs sont plusieurs races qui ont copulé ensemble, c'est-à-dire gobelins, orques, bugbears, trolls. Nommez votre monstre, ces gènes font partie des Notrogs. Et le plus intéressant, c'est qu'ils ont pratiqué l'eugénisme durant des millénaires. Cet amalgame de races a permis de créer le soldat parfait, discipliné, loyal, précis, meurtrier. Toute la société notrogienne est basée sur la guerre et le militarisme. Maintenant, les classes. Il y a 17 classes de personnages que vous pouvez choisir. Il y a l'assassin, le barbare, le barde, le prêtre, le druide, le guerrier, l'illusionniste, le moine, le nécromancien, le paladin, le rôdeur, le voleur, l'éclaireur, l'oracle, le chaman, l'invocateur et le magicien. Si vous remarquez, il existe beaucoup de déclinaisons dans les classes. Il y a le voleur et l'assassin, le rôdeur et l'éclaireur, le magicien avec le nécromancien, l'oracle, l'invocateur et l'illusionniste. Alors, qu'est-ce qui empêche un magicien de se spécialiser dans une école de magie comme la nécromancie et de devenir un nécromancien? Ou encore dans l'invocation pour devenir un invocateur? L'illusion, un illusionniste? Mais c'est pas déjà des classes qui existent? Est-ce que les classes comme le nécromancien ou l'invocateur sont viables? La différence ne se situe pas au niveau des sorts, parce que chaque classe capable de lancer des sorts pige dans le même grimoire. C'est dans les pouvoirs spéciaux donnés à chaque niveau que se trouve la différence. Heureusement, ou malheureusement, ça reste à voir, des classes semblables peuvent provoquer une confusion des genres, mais rassurez-vous, les auteurs ont pensé à tout et ont prévu encore plus de différenciation que les pouvoirs spéciaux donnés à chaque niveau. Pour montrer cette différence, les auteurs ont établi que chaque race aurait des pouvoirs uniques en fonction de sa classe. Donc, un assassin humain recevra 3 capacités. Au niveau 4, il devient expert en déguisement. Au niveau 6, il a la capacité de se cacher à la vue de tous. Et au niveau 11, la capacité de devenir un tueur efficace. Ça lui donne des compétences dans les armes exotiques et lui permet de donner un coup de grâce en action gratuite. Deuxième exemple, le Notrog assassin. Quant à lui, au niveau 1, aura la chance d'avoir des D8 au lieu des D6 pour calculer ses points de vie. Au niveau 5, il gagne la capacité de se battre à 2 armes. Et au niveau 16, il est capable de donner un coup fatal à son ennemi. Ici, j'ai donné que 2 exemples. Mais il y a une évolution distincte pour chaque classe et chaque race. Personnellement, je trouve ce système très intéressant, mais ô combien dangereux. Tout d'abord, le côté intéressant. Les moyens de customiser un personnage sont assez nombreux, à tel point qu'ils font oublier que les classes de base sont toutes des dérivés des uns des autres. Les auteurs ont réussi à éviter ce piège avec facilité. Maintenant, le mauvais côté. Pour les maîtres du jeu comme moi qui veulent tout contrôler, il devient difficile de gérer des personnages qui ne font qu'accumuler de nouvelles compétences. Je m'explique. Nous savons tous que le système des 20, soit 3.5 ou encore OLG, permet la fabrication de personnages super puissants. En effet, un personnage a des bonus pour sa race, il a des bonus pour avoir monté de niveau, il a des nouvelles capacités à presque tous les niveaux supplémentaires, et en plus, il a de nouveaux pouvoirs à cause de sa race et de sa classe. Ça devient exagéré? Je sais pas. Mais ça laisse sous-entendre une fantaisie très, 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 très héroïque.
Maintenant, les dons. J'ai toujours eu de la difficulté avec les dons du manuel du joueur 3.5. Je les trouve incomplets et trop génériques. Avec ceux de Accorland, la liste vient de tripler. En effet, certains dons sont des créations comme ceux qui sont des descendants de la Lune de Sang. Outre ces dons spécifiques à l'univers d'Accorland, il y a ceux qui continuent les subdivisions déjà en place dans le manuel du joueur 3.5. Je prends l'exemple du Two Weapon Fighting. On peut avoir accès à Favorite Primary Weapon, ensuite Favorite Secondary Weapon, Improved Two Weapon Fighting, Twin Weapon Fighting et Twin Weapon Defense. Cependant, il existe des dons qui n'ont pas été contrôlés pour la qualité. Là, je vous donne un seul exemple, mais il s'en retrouve partout de ce genre de débalancement. Le don est Attaque acrobatique. Le préalable est d'avoir 4 ans dans la compétence de Tumble. Le bénéfice est que si le personnage ne porte pas d'armure ou juste une armure légère, il est capable d'effectuer une attaque avec un bonus au toucher de plus 6. Mais il n'y a pas de limite au nombre de fois que cela peut être utilisé. Donc, un voleur de niveau 1 qui a 4 ans, 3 plus le niveau dans la compétence Tumble, pourra attaquer continuellement avec un bonus au toucher de plus 7, c'est-à-dire plus 1 avec le bonus de base et plus 6 pour le don. On dirait que la mécanique du jeu est un peu défectueuse, mais avec une bonne lecture de la part du maître, tout cela devrait se régler sans trop de problèmes. En ce qui concerne les sorts, ils respectent pas mal ce qu'on le retrouve dans la licence ludique libre du D20 System. Et puis de toute façon, ça m'intéresse peu d'analyser sans sort. La dernière chose que je dois vous parler concerne les classes de prestige. Heureusement, ou malheureusement encore, elles sont tellement spécialisées qu'il est peu probable qu'un joueur puisse en choisir une et la rendre viable. En effet, il faudrait de la part du maître centrer ses efforts sur une classe de prestige, car une classe de prestige, c'est vraiment un emploi à temps plein. Donc, il faut bien y penser si vous voulez qu'un de vos joueurs devienne un diplomate, un trappeur ou encore un chevalier de la rue. Bref, il y a un choix de 27 classes de prestige qui influenceront certainement vos aventures et qui, ma foi, sont tous ou presque intéressantes à jouer. Eh bien, c'est ici que se termine la première partie de la critique des 4 livres du monde d'Accorland. Je sais que je n'ai parlé que de points de règle, de dons, de magie, de classes de prestige. L'expression anglaise pour parler d'un livre où on ne présente que des points de règle est crunch. Alors, je vais parler du livre le plus crunchy de la gamme. Eh bien, je vous laisse et on se revoit pour la deuxième partie de la critique de la gamme de Warlord of the Accorland. Dans la deuxième partie, je parlerai du World Atlas. Eh bien, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.